Bonjour à tous, c'est le journal de l'Afrique. À la une, les municipales en Côte d'Ivoire. Selon les premiers chiffres, l'avantage est au RHDP d'Alassane Ouattara qui remporte Bouaké, Abobo ou encore Yopougon. Le PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié s'empare des mairies de Yamoussoukro ou encore Cocody. Nous retrouverons notre correspondant Thaïs Brook. C'est un énième rebondissement dans l'enquête sur le génocide rwandais. Le parquet de Paris réclame un non-lieu contre les proches du président Kagame, soupçonnés d'être impliqués dans l'attentat de 1994. Les précisions à suivre dans ce journal. Et puis on vous emmènera dans le plus grand salon du monde, du livre au monde, celui de Francfort. La littérature africaine est à l'honneur cette année. 34 maisons d'édition de 19 pays du continent sont représentées. Ouverture des portes au public ce mardi. En Côte d'Ivoire, les municipales tournent au bras de fer entre le RHDP et le PDCI. L'heure est désormais à l'apaisement après des incidents, notamment l'apaisement après l'officialisation de la victoire au plateau de Jacques Ehouo du parti d'Henri Konan Bédié. Les résultats définitifs sont sur le point d'être connus. On retrouve notre correspondant Thaïs Brook. Thaïs, 90% des résultats environ ont été rendus publics. Quelle est la tendance ? Eh bien, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que nous connaissons déjà les principaux résultats de cette élection. Vous l'avez dit, environ 80%. 201 sièges de maire étaient à prendre. Nous connaissons donc les résultats pour 181 d'entre eux. Ce que je peux vous dire, c'est que le parti d'Alassane Ouattara, le RHDP, a remporté environ 50%, près de 50% des communes qui étaient à prendre. Vous le disiez, ils ont notamment remporté les communes de Bouaké, San Pedro, Yopougon ou encore Abobo. Abobo, c'est la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, le puissant ministre de la Défense, sera donc le nouveau maire d'Abobo. Du côté du PDCI, eh bien, le PDCI d'Henri Konan Bédié a remporté environ 25% des communes qui étaient en jeu. On peut notamment citer la commune de Yamoussoukro, qui est la capitale administrative et politique, ou encore les communes de Cocody et du Plateau. Le Plateau, c'est la commune où nous nous trouvons, la commune la plus riche de Côte d'Ivoire. Le reste des communes ont été remportées par des indépendants qui sont souvent des transfuges des deux grands partis. Et enfin, il y a le FPI, le parti de l'ex-président Gbagbo. Le FPI a remporté une commune, mais il faut le rappeler, la frange dite dure du FPI avait appelé au boycott de ces élections. Du côté des régionales, nous connaissons les résultats de 27 régions sur les 31. Le parti RHDP en a remporté 18, 5 pour le PDCI, 2 pour les indépendants et 2 pour les listes couplées PDCI et RHDP. On peut déjà tirer quelques conclusions de ces élections. On peut dire qu'à 2 ans de la présidentielle, le RHDP d'Alassane Ouattara semble être déjà le premier parti de Côte d'Ivoire. Thaïs, la journée a été marquée par des violences. Oui, effectivement. Alors, des incidents ont marqué les élections depuis, même pendant la campagne, pendant le jour du vote. Et il y a eu aussi des violences post-électorales. On a notamment 4 morts à déplorer. La plupart du temps, c'était lors d'affrontements entre partisans, mais il y a aussi des affrontements avec les forces de l'ordre. C'est notamment ce qui s'est passé à Séguéla, enfin près de Séguéla, qui est une ville dans le centre du pays où 2 morts ont été à déplorer. Dans la nuit de dimanche à lundi, il y a eu aussi des affrontements entre des partisans du PDCI et des forces de l'ordre. Plusieurs blessés ont là encore été à déplorer. Ce que je peux vous dire, c'est que le bilan risque de s'alourdir. En effet, le PDCI, la direction, a déjà dénoncé des fraudes dans certaines localités et cela pourrait entraîner de nouveaux rassemblements et donc de nouveaux affrontements avec les forces de l'ordre. Merci Thaïs Brook pour vos précisions. On l'a appris ce samedi, le parquet de Paris a demandé l'abandon des poursuites contre des proches du président rwandais et des proches dans l'enquête sur l'attentat qui a déclenché le génocide. Les détracteurs de Paul Kagame s'étonnent que cela intervienne au moment où la chef de la diplomatie rwandaise a été élue à la tête de la francophonie. Les précisions de Nicolas Germain. C'est une bonne nouvelle pour les proches de Paul Kagame. Le parquet de Paris demande l'abandon des poursuites contre des membres de son ex-rébellion, le FPR. Ils étaient soupçonnés d'avoir abattu l'avion du président Habyarimana en 1994, l'élément déclencheur du génocide.
Les détracteurs de Paul Kagame s'étonnent que cette décision intervienne au moment où la Rwandaise Louise Mushikiwabo vient d'être élue à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Un signe pour les analystes que Paris veut se rapprocher de Kigali après plus de 2 décennies de tensions. Paul Kagame a plusieurs fois accusé la France d'avoir aidé les génocidaires Hutus, ce que Paris dément. Cette demande de non-lieu arrive aussi quelques jours après une nouvelle enquête du spécialiste du Rwanda, Philippe Rentiens. Il dit que ses sources en Ouganda ont photographié des documents qui montrent que les numéros de série des missiles utilisés pour abattre l'avion proviennent d'un stock de l'armée ougandaise. Ça montre très clairement que ces missiles-là proviennent de stocks ougandais. Ça prouverait bien évidemment que c'est bien le FPR parce que l'Ouganda n'allait pas livrer ces missiles au gouvernement Habyarimana de l'époque. Le FPR était un allié fort soutenu par l'Ouganda. Donc il est certain que ces missiles ont été cédés par l'armée ougandaise au Front patriotique rwandais. L'avocat des proches de Paul Kagame se réjouit de la demande de non-lieu et rejette les accusations de Philippe Rentiens en bloc. Nous nous sommes expliqués longuement sur la problématique des missiles et des numéros de missiles. Et je ne vais pas faire le cadeau à mes adversaires de parler publiquement de tout ça. Je réserverai mes observations aux magistrats instructeurs. Et sur ce plan-là, croyez-moi, nous serons également cinglants. Au printemps, les partis civils avaient produit un rapport secret de 2003 du tribunal pénal international pour le Rwanda. Il attribuait la responsabilité de l'attaque aux proches de Kagame. Mais le juge Jean-Marc Herbeau avait refusé de relancer l'enquête. Il estime que cette piste a déjà été suffisamment documentée. Au Burkina Faso, le père de la révolution aura son mémorial. La première pierre a été posée à Ouagadougou ce lundi, 31 ans, jour pour jour, après l'assassinat de Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons. La stèle, haute de 5 mètres, sera construite sur le site même où il a trouvé la mort le 15 octobre 87 au Conseil de l'Entente. C'était l'une des promesses du président Adama Barrow au lendemain de sa victoire en janvier 2017. La Gambie lance ce 15 octobre sa commission Vérité, Réconciliation et Réparation. Cette institution aura la lourde tâche de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commises sous l'ère Jammeh. Les victimes de son régime attendaient avec impatience cette commission pour enfin pouvoir s'exprimer. Les précisions de notre correspondante dans la région, Sarah Sako. Les 11 commissaires ont prêté serment ce lundi et devraient se mettre au travail dès les prochains jours, selon le ministre gambien de la Justice. Ils ont 2 ans pour enquêter, principalement en recueillant les témoignages des victimes. Cette commission, qui n'est donc pas un tribunal, fera ensuite des recommandations en faveur de poursuites judiciaires ou encore de réparation. C'est un volet très attendu des victimes, dont beaucoup ont vu leur vie se briser après une arrestation ou la disparition d'un proche. Durant les 22 ans de régime de Yahya Jammeh, les associations de défense des droits de l'homme n'ont en effet cessé d'accuser ce régime d'usage systématique de la torture contre les opposants, les journalistes, d'exécutions extrajudiciaires ou encore de disparitions forcées. Quant à des poursuites judiciaires contre Yahya Jammeh lui-même, pour l'heure, elles apparaissent bien hypothétiques, celui-ci étant exilé en Guinée-Bissau. Une campagne internationale a été lancée il y a 1 an, Jammeh to Justice, Jammeh en justice, par les associations de victimes encadrées par la société civile. Mais ces derniers ont prévenu, il s'agit d'un travail de longue haleine. Allez, dans le reste de l'actualité, en bref et en images, au Mali, le pacte pour la paix a été signé cet après-midi par le gouvernement malien et le chef de la MINUSMA. Il a été également approuvé par les groupes armés de la CMA et la plateforme. Objectif de ce nouveau pacte, accélérer la mise en œuvre de l'accord de paix qui a pris beaucoup de retard. Il prévoit notamment qu'en cas de divergence, les arbitrages de la médiation internationale soient exécutoires. Les Nations Unies ont demandé des progrès significatifs dans les 6 mois. Sinon, l'ONU pourrait envisager de refonder la MINUSMA. Une autre victime de Boko Haram au Nigeria, une travailleuse humanitaire enlevée par les djihadistes a été tuée dans le nord-est du pays. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement nigérian. Cela s'est passé 1 mois après qu'une sage-femme également kidnappée a été tuée par ses mêmes ravisseurs. Et puis au Kenya, des membres du comité olympique accusés de corruption. 7 dirigeants sportifs kenyans sont mis en cause dans un scandale impliquant la mauvaise gestion des fonds pendant les JO de Rio en 2016. 4 des suspects étaient au tribunal, tandis que 3 autres étaient absents, dont l'actuel ambassadeur du Kenya en Autriche et encore l'ex-président du comité olympique kenyan. L'opération Main propre se poursuit en Algérie. 5 généraux récemment limogés ont été incarcérés. Une situation inédite. Ils sont accusés de malversation. Les précisions de notre correspondante Fatima Zahra Fakani.
5 généraux-majors et un colonel ont été placés hier sous mandat de dépôt après avoir été entendus par le juge d'instruction du tribunal militaire de Blida. Les concernés sont les anciens commandants de la 1e, 2e et 4e région militaire. Il s'agit là de Habib Chentouf, Saïd Bey, Abdelrazak Sherif et le général-major et l'ancien commandant de la gendarmerie nationale Mened Nouba, en plus d'un ancien cadre des finances au ministère de la Défense dont l'identité n'a toujours pas été révélée. Pour rappel, les mises en cause ont été limogées le mois d'août dernier par décret présidentiel et sont accusés aujourd'hui d'enrichissement illicite et d'abus de fonction. Personne n'est à l'abri ou au-dessus de la loi. C'est vraisemblablement le message que veulent passer les autorités algériennes à l'opinion publique et à l'intérieur, surtout à l'approche des élections présidentielles de 2019. C'est le rendez-vous incontournable pour les passionnés de littérature, le Salon du Livre de Francfort. Et cette année, une place de choix a été faite aux auteurs du continent. Pour l'occasion, quelques grandes plumes ont fait le déplacement en Allemagne. Balade dans les allées du Salon du Livre de Francfort, signé Axel Simon. L'Afrique en force à Francfort, l'une des plus grandes foires du livre au monde, a mis à l'honneur la littérature africaine. 34 maisons d'édition provenant de 19 pays africains étaient représentées, venues défendre plus d'une centaine d'écrivains, romanciers, essayistes, auteurs de BD. Signe, s'il en fallait, de la vitalité non seulement de la littérature africaine, mais aussi du secteur de l'édition du continent. Aujourd'hui, n'importe quel auteur africain qui a envie d'écrire peut se mettre à écrire et peut avoir l'espoir d'être publié. Les Africains sont ceux qui peuvent le mieux raconter leurs histoires. Ils seront capables de se décrire comme ils veulent être vus par le monde extérieur. Et pour cela, cet éditeur venant du Cameroun a sa recette. Il faut que vous fassiez ce qui intéresse les gens sur place. Et non pas ce qui intéresse les Français qui sont à Paris ou bien à Washington. Fais d'abord ce qui intéresse les tiens sur place. Quels sont les problèmes qui les intéressent? Ils vont te lire. Moment fort du salon, l'intervention de l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, devenue star internationale de la littérature depuis la sortie de son roman Americana. Celle qui a immigré aux États-Unis et qui est saluée dans le monde entier pour ses engagements en faveur du droit des femmes, a abordé pour la conférence inaugurale ses thèmes de prédilection: les difficultés de l'exil et la place de la femme noire dans la société américaine. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité, merci aux équipes en régie et à l'édition. Belle soirée sur France 24. Ce mois-ci, dans notre temps, agir contre la fatigue, c'est possible. Découvrez les dernières avancées pour retrouver la forme. Taxe d'habitation, combien et qui va payer? Nos experts vous répondent. Et redécouvrez les champignons, les meilleurs alliés de votre santé. Notre temps et son hors-série Réforme des retraites chez votre marchand de journaux. On dit de notre pays qu'il est l'Afrique en miniature. Au centre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sa plus grande richesse, ce sont ses hommes et ses femmes. Nous sommes tous différents, mais ensemble nous partageons le même sentiment. Tous fiers d'être Camerounais.